Questions orales. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent, Kiawanrak. Monsieur le Président, la préoccupation première de toutes les familles qui nous écoutent actuellement, c'est le prix du panier d'épicerie, Monsieur le Président. Parce que, malheureusement, l'inflation alimentaire frappe brutalement toutes les familles canadiennes. 6,2 %, c'est le pire résultat de tous les pays du G7. Et un des facteurs qui explique ça, c'est la taxe libérale sur le carburant. Selon le directeur parlementaire du budget, ça peut coûter jusqu'à 1 000 $ de plus pour les familles. Nous, les conservateurs, on veut travailler pour les familles, on veut travailler avec le gouvernement. Est-ce que le gouvernement est prêt à abolir la taxe libérale sur les carburants pour donner du répit aux familles canadiennes? L'honorable ministre des Finances. Président, je vais remercier mon collègue pour sa question. On sait que les conservateurs sont allergiques aux bonnes nouvelles, Monsieur le Président. Mais laissez-moi leur rappeler ce qu'on a annoncé lundi, Monsieur le Président. En plus de l'allocation canadienne pour l'épicerie et les biens essentiels, Monsieur le Président, on a annoncé des mesures 500 millions de dollars au Fonds de réponse stratégique pour aider la chaîne d'approvisionnement au pays, la passation en charge immédiate pour les serres, Monsieur le Président, pour cultiver plus chez nous, un fonds supplémentaire pour les banques alimentaires, stratégie nationale de sécurité alimentaire, travail pour normaliser l'étiquetage au pays, Monsieur le Président. J'espère que les conservateurs vont s'unir avec L'honorable député de Louis-Saint-Laurent à Kiawanrak. Monsieur le Président, le problème, c'est que le ministre était fort en rhétorique et en parole, mais en résultat, il n'est pas là. Souvenez-vous, il y a 2 ans à peine, il était tout fier de rassembler autour de lui les gens des épiceries, puis ça a donné quoi? La pire inflation alimentaire des pays du G7. Ça ne marche pas, le patente, Monsieur le Président. Et c'est pourquoi, pas pour rien, qu'il y a 2,2 millions de Canadiens qui vont dans les banques alimentaires. À Neuchâtel, sur le boulevard Bastien, Amélie-Frédéric, une augmentation de 31 %. Monsieur le Président, il faut aider directement les familles. Une des bonnes façons de le faire, c'est d'abolir la taxe libérale sur le carburant. Est-ce que le gouvernement va le faire pour le bien de tous les Canadiens? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, mon collègue est connu pour sa rhétorique, mais de notre côté de la Chambre, on est connu pour les actions, Monsieur le Président. Lundi, ce qu'on a annoncé, Monsieur le Président, c'est l'allocation canadienne pour l'épicerie et les biens essentiels, Monsieur le Président. Les conservateurs peuvent rire aujourd'hui, Monsieur le Président, mais il y a 12 millions de Canadiens et Canadiennes qui vont voir la différence à la fin du mois. Parce que les familles canadiennes, Monsieur le Président, s'attendent à des gens responsables dans cette Chambre. Est-ce que les conservateurs seront à la hauteur, Monsieur, du moment, Monsieur le Président, et appuyer le gouvernement pour justement aider les Canadiens dans le besoin? L'honorable député d'Edmonton Gateway. Monsieur le Président, l'inflation alimentaire au Canada est la pire du G7. Les prix ont augmenté de 6 %. C'est 1 000 $ de plus en moyenne par famille au Canada pour l'épicerie. Les coûts à l'épicerie ont doublé depuis que le premier ministre est au pouvoir. C'est une inflation 2 fois plus grande qu'aux États-Unis. 2 millions de Canadiens doivent se rendre aux banques alimentaires chaque mois. Les libéraux en remettent avec la taxe carbone industrielle, la taxe sur les carburants. Quand vont-ils finalement offrir un répit aux familles? L'honorable ministre. Le député de Battle River Crowfoot représente la circonscription avec la deuxième production en matière de canola au Canada et la norme sur les carburants propres permettra d'augmenter les revenus de 60 000 $ pour les agriculteurs. C'est de l'argent dans leur poche. Et dans la circonscription du député de Battle River Crowfoot, c'est nous qui nous tenons debout pour les défendre. L'honorable député, les Canadiens ont entendu tout ça avant. Ce sont des solutions à court terme. Les familles ont besoin de vraies mesures qui vont diminuer les prix à l'épicerie. Les conservateurs sont prêts à accélérer l'adoption de projets de loi qui permettront d'offrir de vrais résultats aux Canadiens. Quand les libéraux feront-ils preuve de sérieux pour s'attaquer à l'inflation alimentaire? Quand vont-ils présenter une mesure législative pour éliminer la taxe carbone industrielle et la taxe sur les carburants pour aider les familles à mettre de la nourriture sur la table? L'honorable ministre, les conservateurs parlent beaucoup, mais ils ont la mémoire courte. Les Canadiens se rendent bien compte de ce qui se passe.
ils obtiendront une allocation pour l'épicerie des besoins essentiels. Je vais les aider à rédiger leur bulletin pour leurs commettants parce qu'ils devraient mentionner qu'il y aura aussi des mesures pour les banques alimentaires, une stratégie nationale alimentaire et bien d'autres choses. Plutôt que de bouder à la Chambre, ils devraient se rallier à nous et appuyer les Canadiens. L'honorable député de Middlesex London. L'inflation alimentaire est à 6,2 %, la plus élevée du G7. Les prix à l'épicerie ont doublé depuis que le premier ministre a pris le pouvoir. Les familles devront payer 1 000 $ de plus cette année pour s'alimenter. Les agriculteurs, les camionneurs, les transformateurs alimentaires sont clairs. La taxe carbone industrielle et la taxe sur les carburants font augmenter le prix des aliments. Les conservateurs sont prêts à agir. Quand le gouvernement travaillera-t-il avec nous pour réduire la paperasse pour les agriculteurs? L'honorable ministre. Monsieur le Président, pendant tout l'automne, les conservateurs de l'autre côté ont cité les banques alimentaires du Canada quand ils parlaient du prix des aliments. Et maintenant, le gouvernement prend des mesures pour aider 12 millions de familles en leur offrant une allocation de 1 900 $ cette année. Et là, les conservateurs sont contre. Quand vont-ils écouter leurs commettants? Quand vont-ils nous aider à adopter ces mesures? L'honorable député, bien voici la vérité. Si 2 parents travaillent 14 $ à 14,87 $, ils n'obtiendront rien, ils ne seront pas admissibles. Alors, on voit quand même 2,2 millions de visites dans les banques alimentaires chaque mois. Recycler des politiques ratées ne fera rien pour réduire le prix des aliments. Quand le gouvernement va-t-il cesser de prétendre que les crédits d'impôt vont régler les problèmes d'inflation? Quand vont-ils s'attaquer aux vrais problèmes? L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles. Les conservateurs aiment bien parler de rendre la vie plus abordable, mais quand les Canadiens demandent de l'aide et quand le gouvernement l'offre, je pense notamment aux services de garde qui offrent aux familles jusqu'à 16 000 $ par année, ou je pense aussi au programme d'alimentation scolaire ou à la dernière allocation qu'on a présentée qui aidera 12 millions de Canadiens. Ils disent, bon, ce n'est pas la bonne chose à faire, mais ils n'ont pas de réponse, Monsieur le Président. Voilà tout. Monsieur le Président, hier, le premier ministre nous a dit que la Chine s'était engagée à lever les tarifs sur le porc québécois. L'industrie du porc, qui n'avait jamais entendu parler de ça, était à la fois surprise, mais très heureuse, et on les comprend. Ce matin, Antoine Trépanier nous apprend que ce n'est pas vrai du tout. Et on ne peut pas faire ça à des gens. On ne peut pas ainsi créer des espoirs. Est-ce que le gouvernement nous confirme qu'il n'y a en effet aucune entente sur le porc avec la Chine? L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, engagé avec nos partenariats, avec tous les membres de l'industrie, au secteur de bœuf, au secteur de canola, au secteur de l'agriculture. Monsieur le Président, en même temps, on va continuer de diversifier nos chaînes d'approvisionnement pour notre économie domestique. Ça, c'est dans l'intérêt national et ça, c'est notre plan à ce côté de la Chambre. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Porc, pig, cochon, wing-wing, quelque chose, là. Mais non. Il n'y a rien qui réfère au porc dans la réponse. Moi, ma question, c'est simple. Le premier ministre, écoutez, la nouvelle incarnation du bon Dieu, nous dit hier, on a un deal avec les Chinois, ils lèvent les tarifs sur le porc. Est-ce que le gouvernement, au moins, peut faire une réponse qui contient le mot porc et s'engager rapidement à faire une priorité absolue de la levée des tarifs sur le porc québécois? Après tout, les Québécois sont les principaux acheteurs de voitures électriques au Canada et on en rentre 50 000. Bravo! L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, comme j'ai dit, nous avons eu des discussions avec la Chine sur plusieurs secteurs de notre
économie, y compris le porc, y compris le bœuf, y compris la canola. Et chaque fois, nous continuons de dire que ce sont dans l'intérêt canadien d'avoir une entente agréable pour notre secteur de port et notre secteur et notre économie en total. Ce sont notre stratégie à ce côté de la Chambre. Honorable député de Belleuil-Chambly. Une entente agréable, les ports vont être tellement contents. Cela dit, ce matin, le ministre avait une entrevue, le ministre responsable des négociations avait une entrevue à Radio-Canada et il a dit que pendant que nous, on s'intéressait à l'histoire, lui, il s'intéressait à la forêt québécoise. Mais mon Dieu, c'est le jour des révélations, c'est l'épiphanie. Mais dites-moi, qu'a fait le gouvernement pour la forêt à part refuser la proposition de l'industrie ou est-il aussi mauvais en économie qu'en histoire? Honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, je peux assurer mon collègue, on est aussi bon en économie qu'en histoire, Monsieur le Président. Et s'il y a une chose que je peux vous dire, Monsieur le Président, et on n'a pas besoin de se faire rappeler ça, on a travaillé avec le secteur de la foresterie et je sais que des fois, on se rappelle peu des choses, mais on a mis des centaines de millions pour aider l'industrie de la forêt, Monsieur le Président. Je viens d'une région qui comprend ça. On a toujours été là pour les travailleurs, on a toujours été là pour l'industrie, on sera toujours là pour défendre les intérêts du Canada, Monsieur le Président. L'honorable député de Newmarket Aurora. Monsieur le Président, certaines statistiques essentielles doivent être prises au sérieux par tous les députés au Parlement. On sait qu'il y a 2,2 millions de visites dans les banques alimentaires chaque mois. L'inflation alimentaire au Canada est à 6,2 2%, deux fois plus qu'aux États-Unis. Cette année, il en coûtera 17 600 $ aux familles pour se nourrir. C'est une urgence nationale. Le gouvernement libéral va-t-il proposer un projet de loi pour éliminer les taxes qui sont punitives pour les agriculteurs, les camionneurs, les détaillants, et vont-ils déposer des mesures pour la concurrence dans le secteur de l'épicerie? L'honorable secrétaire d'État. Eh bien, oui, nous prenons au sérieux les statistiques et nous prenons aussi les recommandations des organismes qui nourrissent les Canadiens. Banque alimentaire Canada nous a fait la recommandation de créer une prestation pour aider les gens. Et nous avons, grâce aux recherches effectuées, que les taxes carbone ont très peu d'effet sur les prix à l'épicerie. Si les conservateurs veulent aider les Canadiens à l'épicerie, ils devraient voter en faveur de l'allocation canadienne. L'honorable député, eh bien, en réalité, ils ont déjà essayé cette solution et les choses ne se sont qu'empirées. Nous sommes la capitale de l'inflation alimentaire du G7. L'inflation alimentaire a doublé depuis 2019. Il s'agit d'une crise créée ici même à l'interne à cause de taxes élevées imposées aux agriculteurs, des taxes élevées sur l'engrais, sur les transformateurs alimentaires. Le gouvernement va-t-il éliminer les taxes de ceux qui nous aident à nous nourrir et quand le gouvernement va-t-il augmenter la concurrence dans le secteur de l'épicerie? L'honorable secrétaire d'État. Les Canadiens savent que l'inflation alimentaire est principalement causée par les changements climatiques. Et on n'a qu'à penser à la laitue qui est récoltée en Californie, qui est très touchée par les changements climatiques. Il y a d'autres exemples. Les conservateurs peuvent continuer de prétendre que les changements climatiques n'existent pas, mais nous travaillons avec les agriculteurs pour augmenter le nombre de producteurs domestiques et nous prenons d'autres mesures pour que les Canadiens puissent se payer l'épicerie. L'honorable député d'Hardman-Norfolk. Le premier ministre passe du temps avec l'élite mondiale, mais pendant ce temps-là, la vie est de plus en plus difficile pour les familles canadiennes à la maison, y compris dans ma circonscription. Le rapport sur les prix alimentaires 2026 est alarmant. Cette année, il en coûtera 17 600 $ pour une famille
Pour l'épicerie, pour une famille, 1 000 $ de plus que l'année dernière. Le premier ministre a une taxe carbone industrielle et une taxe sur les carburants qui font grimper le prix des aliments. Va-t-il éliminer ces taxes? L'honorable secrétaire d'État. Un rapport vient d'être publié et qui félicite les mesures prises par le gouvernement. Réduire les dépenses dans un domaine peut augmenter les dépenses dans un autre. Et donc, c'est pourquoi Banque alimentaire Canada est d'accord pour dire que l'allocation qu'on a présentée aidera les Canadiens à se payer les produits essentiels, par exemple le lait maternisé, le café, du papier toilette. Je ne comprends pas pourquoi les conservateurs veulent faire de l'obstruction quand il est question de nourrir 12 millions de Canadiens. L'honorable député. Eh bien, les faits sont clairs. Statistique Canada démontre que l'inflation alimentaire a augmenté de 6,2 %, le taux le plus élevé du G7. Quand j'étais étudiante à l'université, je me souviens, je remettais des produits à l'épicerie parce que je ne pouvais pas me les payer. Mais aujourd'hui, je ne veux pas payer pour de la viande qui coûte 4 fois plus cher aujourd'hui qu'il y a quelques années. Les Canadiens doivent faire des sacrifices. Les libéraux vont-ils donner un peu de répit aux Canadiens? Vont-ils éliminer la taxe sur le carbone industriel et la taxe sur les carburants? L'honorable secrétaire d'État. Comme beaucoup de mes commettants, j'ai grandi avec une mère célibataire et joindre les deux bouts, c'était difficile. Et c'est à ces familles que nous pensons qui sont bien présentes dans ma circonscription, dans la circonscription de la députée. Ce sont les familles qu'on veut aider à se nourrir. Banque alimentaire Canada appuie nos mesures. Je ne comprends pas pourquoi les conservateurs s'opposent à aider les familles à se nourrir. L'honorable député de Sarnia-Lambton-Bekewanong. L'inflation alimentaire a augmenté de 6,2 %, le taux le plus élevé du G7. Une famille de 4 devra débourser 17 600 $ cette année pour se nourrir et 2,2 millions de Canadiens se rendent aux banques alimentaires chaque mois. Ça, c'est grâce ou à cause de la taxe carbone industrielle des libéraux qui ajoute 7 cents le litre. Les conservateurs sont prêts à accélérer l'adoption de mesures législatives pour éliminer ces effets dévastateurs sur les Canadiens. Le gouvernement va-t-il présenter des mesures pour éliminer ces taxes? L'honorable ministre pour l'équité entre les genres. Monsieur le Président, les députés de l'autre côté n'accordent bien peu que d'importance aux mesures qu'on a présentées. Mais nous avons l'allocation canadienne pour enfants, le programme de soins dentaires. Et pour une famille qui profite de tous nos programmes, ces familles économiseront des milliers de dollars par année. Ce sont des mesures bien réelles. Eux continuent de faire de l'obstruction, mais pendant ce temps, nous allons continuer de défendre les Canadiens. L'honorable député. Les libéraux prennent des milliers de dollars dans la poche des Canadiens, mais leur redonnent bien peu. Les Canadiens ne se feront pas leurrer. L'inflation alimentaire augmente 2 fois plus vite ici qu'aux États-Unis. Et dans cette crise du coût de la vie, le premier ministre dit aux Canadiens de faire plus de sacrifices, mais ils ont déjà assez sacrifié. Quand le gouvernement va-t-il cesser de demander aux familles de faire des sacrifices? Quand le gouvernement présentera un projet de loi pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens qui travaillent fort? L'honorable ministre. Je ne comprends pas comment les conservateurs peuvent regarder leurs commettants dans les yeux alors qu'ils ne font que de l'obstruction. Nous avons réduit les impôts pour 22 millions de Canadiens. Nous rendons le programme alimentaire scolaire un programme bien réel, ce qui aidera 400 000 enfants à se nourrir à l'école. Et les familles reçoivent près de 16 000 $ par année grâce à l'allocation pour les services de garde. Et maintenant, nous avons l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, ce qui fera une grande différence pour les familles, notamment dans ma circonscription. L'honorable député de King Vaughan. Monsieur le Président,
Les aînés doivent choisir entre l'épicerie et leurs médicaments. Banque alimentaire Canada signale qu'il y a 2,2 millions de visites dans les banques alimentaires chaque mois. Les visites des aînés ont augmenté de 6 %. Les Canadiens ont besoin de notre aide. Les conservateurs ont proposé de vraies solutions, l'élimination de la taxe carbone industrielle, l'élimination de la taxe sur les carburants et réduire la paperasse pour les agriculteurs. Le premier ministre va-t-il faire preuve de compassion envers les Canadiens? Va-t-il présenter des mesures pour offrir du vrai répit? L'honorable secrétaire d'État. Contrairement aux conservateurs, les mesures que nous prenons font montre de compassion. Nous avons augmenté les prestations pour les aînés de plus de 75 ans, alors qu'eux voulaient la diminuer. Nous avons protégé la sécurité de la vieillesse. Nous l'avons indexé à l'inflation pour veiller à ce que les aînés vulnérables puissent se payer des aliments malgré l'inflation. Il y a des choses qu'on ne peut contrôler, mais nous pouvons contrôler les mesures que nous présentons pour aider les familles à se nourrir. Et ça signifie des centaines de dollars pour les aînés célibataires. Il y a des nouveaux retraités qui ne reçoivent pas leur pension de vieillesse depuis 9 mois à cause des problèmes du nouveau logiciel QRAM. Et pourtant, hier, qu'est-ce que les libéraux avaient à dire à ces gens-là? Leur leader a répondu que les problèmes de logiciel, ça arrive. Il a répondu que c'était une campagne de peur. Les libéraux ont été mis au courant au mois de juin par leurs propres fonctionnaires. Et clairement, avec des réponses comme ça, on comprend qu'ils n'ont absolument rien fait. Quand est-ce qu'ils vont s'activer? The honourable Minister of Jobs. L'honorable ministre de l'Emploi et des Familles. Le ministère est en train de transférer le paiement des prestations vers un système plus moderne. Le retard dans le traitement de demandes a touché à 2% de demandeurs de la sécurité VS. Le département engageant à verser la sécurité VS de manière rapide et précise. Mon ministère et moi travaillons sans relâche pour résoudre ces problèmes. Si une personne a des difficultés à accéder à la sécurité VS, nous l'encourageons à contacter Service Canada. L'honorable député de Shefford. Monsieur le Président, si tout allait bien, comme l'a dit le leader du gouvernement, on n'aurait pas des retraités qui ne reçoivent pas leur pension depuis le printemps passé. On n'aurait pas des retraités qui reçoivent des mauvais montants et qui vont se faire couper leurs futures prestations. C'est pas une campagne de peur, ça. C'est des vraies personnes qui avertissent que le nouveau logiciel, leur nouveau système, cause des problèmes. Puis quand le gouvernement cause des problèmes, son travail, c'est de trouver des solutions. Pas de répondre que ça arrive. Alors, quand le gouvernement va-t-il prendre les problèmes des retraités au sérieux? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. On prend évidemment très au sérieux à fournir les prestations à ceux qui sont en droit de recevoir ces prestations. Et effectivement, le gouvernement a modernisé, et c'est une bonne nouvelle, son logiciel vétuste qui permet maintenant aux aînés d'accéder à un service web et un service accru, un niveau de service accru. Il y a eu quelques personnes d'affectées, c'est quelques personnes de trop, on s'entend. Ces gens-là sont demandés d'appeler à Service Canada où on va régler leur dossier, Monsieur le Président. Bravo. L'honorable député de Parry Sound, Muskoka. Monsieur le Président, entre 2011 et 2021, l'accès à la propriété entre les 30 à 34 ans a chuté, passant de 60 à 52 % entre 2019 et 2024. Pour chaque tranche de 100 adultes entrant dans la population, seulement 12 résidences ont été construites. Alors, comment le premier ministre pense-t-il que les jeunes Canadiens pourront acheter leur première propriété alors que son gouvernement recycle les mêmes politiques depuis 10 ans? L'honorable ministre, notre gouvernement a présenté le crédit d'impôt pour l'accès à la propriété qui permet aux jeunes Canadiens d'économiser sur le prix d'une première maison. Nous sommes prêts à adopter ces mesures. Nous sommes prêts à agir pour l'abordabilité pour les jeunes Canadiens. L'honorable député de Parry Sound, Muskoka.
Les ventes de nouvelles maisons ont chuté de 45 dans le Grand Toronto, de 56 à Vancouver. Le rabais n'est pas très important pour les premiers acheteurs si les propriétés ne sont pas construites. Près de la moitié de jeunes Canadiens pensent maintenant quitter leur collectivité parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y rester. Quand le premier ministre va-t-il écouter les experts? Quand va-t-il retirer la TPS pour toutes les nouvelles propriétés de moins de 1,3 million de dollars pour que davantage de résidences soient construites? L'honorable ministre. Eh bien, la première étape, ce serait pour les conservateurs de cesser de bloquer les projets de loi qui nous aideront à aider les jeunes Canadiens. Nous avons des nouvelles constructions à Edmonton, à Ottawa et dans bien d'autres villes canadiennes. Les mises en chantier ont eu lieu en grand nombre dans la dernière année. Nous souhaitons que les conservateurs nous appuient. L'honorable député de York-Durham. Nouvelle année, mais la même histoire se répète pour les jeunes Canadiens. Ils ne peuvent pas accéder à la propriété. Beaucoup de jeunes veulent acheter une résidence, mais seulement la moitié peuvent atteindre cet objectif. L'ambition d'acheter une propriété s'est transformé en un projet incertain. Et pourquoi le gouvernement a-t-il un plan aussi différent que celui proposé par les experts? L'honorable ministre, nous avons Maison Canada qui a été mis sur pied. C'est un guichet unique. Et ceci nous permet de construire des propriétés destinées à l'achat pour les jeunes Canadiens. Les conservateurs ne nous ont pas aidés auparavant, mais ils peuvent commencer maintenant à nous aider pour l'abordabilité et pour continuer de faire baisser le prix des loyers et pour l'accès à la propriété. L'honorable député de Langley-Fraser Heights. Le premier ministre n'a pas tenu sa promesse auprès des jeunes Canadiens qui veulent acheter une première maison. En fait, selon un récent rapport, la situation va dans la mauvaise direction. Le taux d'accès à la propriété chez les 30 ans est à un niveau historiquement bas. Plus de la moitié d'entre eux pensent qu'ils ne seront jamais propriétaires. Donc, voici une idée. Pourquoi le premier ministre n'adopte-t-il pas nos politiques pour réduire la bureaucratie, pour qu'on puisse construire des maisons et que les Canadiens puissent acheter leur première maison? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, j'ai une bonne idée pour le député d'en face. Notre gouvernement a proposé des mesures concrètes pour aider les jeunes à accéder à la propriété pour la première fois, pour avoir plus de maisons construites au Canada, que ce soit avec Maison Canada ou en éliminant la TPS sur les premiers acheteurs d'une nouvelle maison. Les conservateurs se sont opposés à chacune de ces mesures. Donc, le député doit retourner dans sa circonscription et répondre de ses actions auprès de ses commettants. Pourquoi son parti fait-il de l'obstruction sur toutes les mesures gouvernementales? Les conservateurs devraient plutôt nous appuyer nos solutions. Écoutez, le côte du Sud, Rivière-du-Loup, Kataskomig, Témiscouata. Monsieur le Président, la crise du logement, ça se voit dans les rues et les maisons des Québécois. Des familles choisissent entre le loyer et le frigo. Des jeunes repoussent leurs projets faute d'appartements abordables. D'après un sondage léger, un locataire sur 5 au Québec a eu de la misère à payer son loyer l'an dernier. Et à Montréal, c'est 1 sur 4. C'est inacceptable, Monsieur le Président. Après 10 ans de ce gouvernement libéral, quand les Québécois auront-ils accès à des logements vraiment abordables? L'honorable secrétaire parlementaire du premier ministre. Monsieur le Président, c'est plus de 1 800 $ par famille de 4 que notre nouvelle allocation canadienne pour les épiceries et les besoins essentiels va pouvoir aider nos familles, va pouvoir justement aider les ménages à joindre les deux bouts à la fin du mois. C'est vrai, on voit les statistiques. Un ménage sur 5 a la difficulté de payer leur loyer. Alors, je me demande pourquoi est-ce que les conservateurs bloquent le travail de Maison Canada? Pourquoi est-ce que les conservateurs veulent bloquer notre nouvelle allocation pour les Canadiennes, Monsieur le Président? L'honorable député de Fleetwood-Port Kells. Mr. Speaker. Monsieur le Président, les Canadiens veulent se sentir en sécurité dans leur quartier
et avoir l'assurance que leur gouvernement prend des mesures pour prévenir la criminalité, surtout compte tenu de la recrudescence des cas d'extorsion dans la vallée du Bas-Fraser. Le ministre peut-il informer la Chambre des mesures prises par notre gouvernement pour lutter contre l'extorsion, appuyer les forces de l'ordre et veiller à ce que les Canadiens se sentent en sécurité? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, l'augmentation des cas d'extorsion en Colombie-Britannique est inacceptable. Et je suis de tout cœur avec les victimes d'extorsion. Ce matin, j'ai rencontré le premier ministre Eby et nous sommes engagés à déployer 20 membres de la GRC supplémentaires pour appuyer les forces de l'ordre. Monsieur le Président, nous avons déployé 2 hélicoptères dans la région de Surrey et en novembre, nous avons annoncé 4 millions de dollars en financement fédéral pour les services policiers de Surrey afin de lutter contre les menaces d'extorsion. Il y a des projets de loi qui sont à l'étude à la Chambre. L'opposition peut les appuyer dès maintenant pour nous permettre notamment l'accès légal pour combattre l'extorsion au Canada. L'honorable député de Dufferin-Caledon. Depuis près d'1 an, le Canada a enduré une attaque économique non provoquée de la part des États-Unis et de son président. Les conservateurs ont travaillé afin d'accélérer le projet de loi C5 qui devait accélérer les projets de construction nationale. Cependant, rien n'a été accéléré. Pas un seul projet a été approuvé. Pas un seul projet n'a été lancé. La loi sur la souveraineté nationale conservatrice permettrait d'approuver les permis plus rapidement, permettre aux entreprises et aux provinces d'investir, d'être récompensées. Pourquoi les libéraux n'appuient-ils pas ce projet de loi pour qu'on puisse réduire notre dépendance vis-à-vis des Américains? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, je suis ravi de voir que les conservateurs sont finalement prêts à appuyer le plan libéral, c'est-à-dire diversifier nos marchés commerciaux, construire l'économie canadienne avec l'acier canadien, l'aluminium canadien, le savoir canadien et les hommes et les femmes syndiqués canadiens et canadiennes. Les propositions conservatrices ont été testées pendant le test ultime, une élection générale. Ça ne s'est pas très bien passé pour les conservateurs. Les Canadiens ont voté pour le plan libéral pour construire un Canada fort et c'est ce que nous allons continuer à faire. L'honorable député de Dufferin-Caledon. Monsieur le Président, ce que les libéraux ont promis pendant l'élection, c'était d'accélérer les projets d'intérêt national. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les Canadiens ont voté pour eux. Mais les libéraux n'ont rien accéléré. Pas un seul projet d'intérêt national n'a été approuvé. Pas un seul projet a été lancé. Il nous faut donc une nouvelle approche. C'est pourquoi la loi sur la souveraineté canadienne doit être mise en œuvre. Cette loi permettra d'éliminer les obstacles à la construction de projets, de laisser libre cours à des nouveaux projets et de créer de nouveaux emplois. Les libéraux ont volé pratiquement toutes nos politiques et ils pourraient voler celles-ci également pour l'intérêt des Canadiens et des Canadiennes. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, nous avons des projets d'intérêt national qui sont en cours à l'heure actuelle au Canada. J'aimerais encourager mon collègue à regarder sa propre province en Ontario où il y a de grands développements dans le secteur de l'énergie nucléaire. Il y aura la mine de nickel également. Nous allons également avoir le premier réseau ferroviaire à grande vitesse en Amérique du Nord reliant Québec à Toronto. Nous allons également investir pour le GNL, le corridor du Nord-Ouest. Nous allons de l'avant avec des projets d'intérêt national et nous construisons un Canada fort. L'honorable député de Ponoka-Didsbury. Ce premier ministre libéral a rompu sa promesse envers les Canadiens. Il avait dit qu'il renforcerait le Canada, mais en 8 mois, il n'a approuvé aucun nouveau projet. Au contraire, il ferme des stations de recherche agricole, licencie des scientifiques, notamment à la station de Lacombe, vieille de 120 ans. Les conservateurs ont présenté cette semaine une motion visant à adopter la loi sur la souveraineté canadienne. Les libéraux vont-ils voter en faveur de notre projet de loi qui vise à abroger les mesures fédérales qui entravent le développement, récompenser les investissements au Canada, protéger l'innovation, ou vont-ils continuer à trahir le Canada avec leur programme de nouvel ordre mondial annoncé à Davos? L'honorable secrétaire d'État pour le Travail. Monsieur le Président, les idées conservatrices ont été mises à l'épreuve aux élections et elles ont été rejetées. De ce côté-ci de la Chambre, nous nous concentrons sur quelque chose de concret. Ce que veulent les Canadiens et les Canadiennes. Construire un Canada fort, faire croître l'économie, c'est exactement ce que nous faisons. Nous allons construire
Nous allons en fait faire les plus grands investissements dans l'infrastructure dans l'histoire du Canada, construire des logements abordables pour les Canadiens et les Canadiennes, utiliser l'acier, le bois et l'aluminium canadiens, utiliser les travailleurs canadiens. Nous allons diversifier nos partenaires commerciaux, atteindre de nouveaux marchés, miser sur l'innovation. L'honorable député de Ponoka-Didsbury. Les libéraux ne laissent jamais les bonnes solutions entraver leur idéologie. Ce premier ministre se rend partout dans le monde pour serrer des mains et parler du nouvel ordre mondial, mais pendant ce temps, le prix des aliments augmente et les familles ont du mal à se nourrir. Ce gouvernement, pendant ce temps, ferme les centres de recherche agricole qui permettent aux exploitations et aux entreprises agricoles d'être innovantes. Quand les libéraux comprendront-ils enfin que lorsque nous apprenons davantage, construisons plus, exportons plus, les revenus augmentent et la vie devient plus abordable pour les Canadiens? L'honorable ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que nous traversons des moments difficiles, mais les Canadiens nous ont élus avec un mandat clair. Favoriser la recherche, les partenariats avec le secteur universitaire, miser sur les secteurs à haute valeur, aider les agriculteurs et les transformateurs alimentaires. Nous allons travailler avec les intervenants, Monsieur le Président. Nous allons faire avancer un secteur qui a été négligé pendant plus de 20 ans. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député d'Elmwood-Transcona. Monsieur le Président, les Canadiens s'attendent à ce qu'on travaille ensemble pour améliorer leur vie. Dans cet esprit de collaboration, nous avons travaillé avec les libéraux pour adopter C5, donnant ainsi au premier ministre de grands pouvoirs pour accélérer la construction de projets. Malgré les belles annonces, rien n'a été construit. Lorsque nous construisons, les Canadiens ont des emplois, notre économie croît et la vie devient plus abordable. Nous avons proposé un projet de loi qui élimine les réglementations qui nuisent au développement. Est-ce que les libéraux vont travailler avec nous pour adopter la loi sur la souveraineté canadienne? L'honorable secrétaire d'État pour les institutions financières. Merci, Monsieur le Président. C'est leur plan, ce n'est pas notre plan. De ce côté-ci de la Chambre, nous nous concentrons sur la construction d'une économie canadienne forte. Lundi dernier, notre premier ministre a annoncé l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels qui redonnera jusqu'à 1 900 $ aux familles canadiennes qui travaillent fort. De ce côté-ci de la Chambre, nous allons continuer à créer un Canada fort. Nous nous concentrons sur notre économie. Eux se concentrent sur l'obstruction. L'honorable député de Terranova-les-Péninsules. Monsieur le Président, lorsque le Canada construit plus, exporte davantage, les revenus augmentent, notre dollar devient plus fort et la vie devient plus abordable. L'une des premières choses sur laquelle j'ai voté, c'était de donner plus de pouvoir aux libéraux pour construire des projets à des vitesses jamais vues par le passé. Pourtant, malgré tous ces beaux slogans libéraux, il n'y a aucun obstacle qui a été éliminé. Pas un seul projet a été approuvé. Quand ce gouvernement libéral travaillerait-il avec les conservateurs pour construire un pays dont nous pouvons tous être fiers en votant pour la loi sur la souveraineté canadienne? L'honorable ministre des Pêches et des Océans. Monsieur le Président, c'est reparti. Un autre discours pré-rédigé qui fait complètement fi des mesures prises par notre gouvernement. Les conservateurs ne proposent que de l'obstruction. J'ai parlé à ces commettants. Ces commettants appuient ce que fait notre gouvernement. Investir pour aider les provinces, investir dans les communautés rurales. Une communauté comme celle que représente mon collègue. Il faut cesser les messages pré-rédigés, se mettre au travail. C'est ce qu'attendent les Canadiens et les gens de Terre-Neuve. L'honorable député de Calgary-Signal Hill. Monsieur le Président, les conservateurs ont voté en faveur du projet de loi C5, mais le Bureau des grands projets du premier ministre n'a approuvé aucun nouveau projet. Pire encore, la montagne des lois anti-développement des libéraux est encore en place. Monsieur le Président, lorsque nous construisons davantage et que nous créons des emplois et des opportunités pour les Canadiens, les revenus et la prospérité augmentent. Premier ministre, est-ce que votre gouvernement libéral appuiera la loi sur la souveraineté canadienne afin de stimuler le développement, de protéger l'innovation canadienne et de récompenser les Canadiens qui contribuent à bâtir notre pays? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, quoi répondre à cette motion? Il y a déjà des mesures qui sont en cours, des mesures que les Canadiens ont rejetées. Il est temps d'avoir de nouvelles idées. Nous travaillons avec l'Alberta
Je suis ravi d'être albertain. Nous encourageons les députés d'en face à se rallier à notre camp. L'honorable député de Kapuskasing, Timmins, Mishkegowuk. Monsieur le Président, les habitants du nord de l'Ontario me demandent quand allons-nous enfin libérer notre potentiel économique. Je leur réponds que c'est lorsque ce gouvernement décidera enfin de réduire les réglementations. La loi sur la souveraineté canadienne est l'occasion de faire exactement cela. Supprimer les obstacles inutiles. Dans le nord de l'Ontario, la réduction du coût de la vie passe par la souveraineté économique. Lorsque nous développons nos mines, nos scieries, notre agriculture et nos industries manufacturières, le coût de la vie diminue. Le gouvernement va-t-il travailler avec nous pour offrir des solutions réelles aux Canadiens? L'honorable ministre du Travail et de la Famille. Merci au député pour sa défense des intérêts du nord de l'Ontario. Je suis toujours ravi de parler de cette situation. Le nord de l'Ontario a traversé des moments difficiles, mais récemment, j'ai travaillé avec l'usine de pâte et papier pour lui permettre de vendre des produits partout dans le monde. Nous allons continuer d'appuyer le nord de l'Ontario avec FedNord ou avec d'autres moyens, notamment avec l'industrie minière. Le nord de l'Ontario sait qu'elle a un partenaire fort dans ce gouvernement libéral. Monsieur le Président, les libéraux nous ont dit vouloir accélérer la réalisation des grands projets. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a voté pour le projet de loi C5. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument rien qui a changé. Aucun obstacle n'a été enlevé. La bureaucratie continue d'être une lourdeur. L'octroi des permis prend toujours trop de temps. C'est pourquoi les conservateurs ont proposé la loi sur la souveraineté canadienne afin d'exporter puis de construire davantage. Est-ce que le gouvernement va voter en faveur de notre motion ou il continuera de freiner l'économie? Excellent. Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, on a mis nos idées à l'épreuve l'année dernière avec une élection générale où le plan du premier ministre pour bâtir le Canada, bâtir fort le Canada, a été retenu. Et leur approche, l'approche que le député revendique, n'a pas été retenue, Monsieur le Président. Donc, c'est une nouvelle à ce niveau-là. Mais je réitère à mon honorable collègue, le port de Saguenay, c'est un projet que nous venons d'annoncer, sans parler du pont de Contrecœur, un méga projet de logistique et de chaîne d'approvisionnement au Québec, Monsieur le Président. L'honorable député de Beauport-Limoilou. Monsieur le Président, le 17 janvier dernier fut un moment historique pour le Canada. Le gouvernement canadien a annoncé le lancement du programme d'indemnisation pour les armes à feu de style d'armes d'assaut aux côtés du gouvernement du Québec à Montréal. Le Québec occupe une place particulière dans le paysage canadien en matière de sécurité publique, notamment en raison de son histoire, de sa sensibilité collective et de ses cadres législatifs propres. La secrétaire d'État à la Nature peut-elle expliquer en quoi le partenariat entre Ottawa et Québec est essentiel à la réussite de ce programme et à l'atteinte de nos objectifs communs en matière de sécurité? L'honorable secrétaire d'État à la Nature. Merci, Monsieur le Président, puis je remercie mon collègue pour sa question qui porte sur un enjeu important au cœur des Québécois, mais au cœur de tous les Canadiens aussi. On le rappelle, les Canadiens souhaitent que ce programme-là fonctionne bien et qu'on sorte les armes de style d'assaut de nos rues. Le partenariat avec le Québec, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que le Québec met au service de ce programme-là la Sûreté du Québec. Et puis moi, je voudrais remercier les chasseurs, les propriétaires d'armes de tout le Canada qui déjà s'inscrivent en grand nombre pour retirer ces armes de nos rues. Merci à tout le monde. L'honorable député de Cloverdale, Langley City. Le premier ministre veut parler du fossé entre les discours et la réalité. Eh bien, la semaine dernière, la réalité s'est manifestée sous la forme de 2 voitures dans mon entrée enquêtées un signalement de coup de feu dans ma rue. Mes voisins se demandent si nous sommes désormais dans la ligne de mire d'un extorqueur. La mairesse de Surrey demande au gouvernement de déclarer l'état d'urgence. Les conservateurs demandent au gouvernement de cesser les discours, de rétablir les peines minimales obligatoires et d'abroger les lois qui permettent aux criminels d'échapper à la justice afin qu'ils soient finalement confrontés aux conséquences de leurs actions. L'honorable ministre, Monsieur le Président, les conservateurs doivent décider
s'ils veulent nous aider à mettre fin à l'extorsion ou s'ils veulent faire de l'obstruction. Nous offrons aux forces de l'ordre les outils nécessaires pour prévenir ces crimes. Monsieur le Président, à l'heure actuelle, il faut environ 6 mois pour que les agences policières puissent relier un numéro de téléphone à une adresse IP à une personne, à un criminel. Mais ces conservateurs s'opposent à l'accès légitime, ce qui permettrait aux forces de l'ordre d'avoir les outils nécessaires pour le faire. J'espère que les conservateurs vont voter avec nous lorsque le projet de loi sera devant la Chambre. L'honorable député de Vaughan Woodbridge. Les services policiers de Vaughan ont récemment arrêté un homme accusé d'avoir extorqué un résident pendant 7 ans au moyen de menaces et de violences. L'extorsion, ce n'est pas un sujet de discussion, ça touche les Canadiens. Aujourd'hui, les libéraux répandent des faussetés. Examinons la réforme de la mise en liberté sous caution. Les libéraux ont déposé des modifications à la loi. Nous avons convenu de renvoyer le projet de loi au comité le 18 novembre, mais jusqu'à hier, elles avaient mis de côté la sécurité publique pour plutôt parler de liberté d'expression. Le gouvernement va-t-il mettre fin à son obstruction et travailler avec les conservateurs pour rétablir les peines minimales obligatoires pour l'extorsion et abroger les lois libérales C5 et C75? L'honorable secrétaire d'État pour la lutte à la criminalité. Monsieur le Président, nous voulons attraper ces libéraux, mais pour attraper ces criminels. Mais pour attraper les criminels, les forces de l'ordre doivent avoir les outils nécessaires. Elles doivent pouvoir relier les numéros de téléphone et les adresses IP aux criminels. Chose qu'opposent les conservatrices en cette Chambre. Nous avons proposé un projet de loi en juin. Les conservateurs font obstruction à toutes les mesures. De quel côté se rangent les conservateurs? Vont-ils finalement aider les forces de l'ordre et les policiers à attraper les criminels? L'honorable député d'Elgin, St. Thomas, London Sud. Merci, Monsieur le Président. La Cour d'appel fédérale a affirmé de nouveau que ce gouvernement libéral a violé la loi principale au Canada, la Constitution, la Charte canadienne des droits et libertés. Lorsque le gouvernement a invoqué la loi sur les mesures d'urgence, le gouvernement a également enfreint les droits des Canadiens en gelant les comptes de banque des manifestants et en violant leurs droits de manifestation. Si c'est réellement un nouveau gouvernement, va-t-il finalement dire au gouvernement qu'il accepte la décision des tribunaux et qu'il n'interjettera pas appel devant la Cour suprême? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Mr. Speaker. Monsieur le Président, en tant que résident de la région de la Capitale-Nationale, je ne peux que me plaindre de... en fait, je ne peux que regretter l'appui de ce député envers l'occupation du centre-ville d'Ottawa et des répercussions énormes que cela a eu sur la région de la Capitale-Nationale. C'est d'ailleurs un convoi qui a été levé grâce au travail coopératif entre les forces de l'ordre. L'honorable député de Peterborough. Merci, Monsieur le Président. Lundi, le premier ministre a annoncé des mesures visant à redonner de l'argent aux Canadiens, notamment la nouvelle allocation canadienne pour l'épicerie et les produits de première nécessité, qui sera très importante pour mes électeurs de Peterborough et tous les Canadiens. Il a également annoncé de nouvelles mesures visant à améliorer notre production nationale. En tant que productrice agricole, je ne saurais trop insister sur l'importance de ces mesures. Les Canadiens veulent que les aliments soient cultivés et produits ici même au Canada. Le ministre de l'Agriculture peut-il expliquer ce que l'annonce faite lundi voudra dire pour la sécurité alimentaire au Canada? L'honorable ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour sa question. En tant que productrice agricole, elle comprend bien la situation. Les Canadiens veulent accès à des aliments canadiens et nos excellents producteurs agricoles canadiens sont prêts à livrer la marchandise. Nous avons annoncé lundi une mesure pour permettre aux constructeurs de serres de pleinement amortir les coûts de cette construction. Nous investissons 20 millions de dollars dans un nouveau fonds d'infrastructure agroalimentaire. Nous améliorons le coût de la vie pour près de 12 millions de Canadiens et nous construisons un système alimentaire plus résilient ici même au pays. L'honorable député de Cowichan-Malhat-Langford.
Les familles des travailleurs forestiers de l'île de Vancouver sont en difficulté. L'usine de Crofton a fermé, l'usine d'Atley a fermé, l'usine de Chemainus a réduit ses activités pour toute l'année 2026. Ce sont des centaines d'emplois perdus, mais surtout des familles qui étaient déjà en difficulté et qui sont désormais confrontées à des conséquences désastreuses. Les aides et les subventions accordées par ce gouvernement ne viennent pas en aide aux personnes les plus touchées et ne sauveront pas cette industrie essentielle et renouvelable. Quand le premier ministre tiendra-t-il sa promesse concernant l'accord commercial sur le bois d'œuvre? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles. Mr. Speaker, the closure... Monsieur le Président, la fermeture d'une usine, c'est une nouvelle difficile qu'elle soit sur l'île de Vancouver ou partout au Canada. C'est une annonce difficile pour les travailleurs, leurs familles et la communauté. Le gouvernement fédéral offre des soutiens au secteur. Nous exhortons les gouvernements provinciaux à travailler avec nous comme partenaires pour protéger ces emplois. Bon, il y a beaucoup de bruit qui viennent de ma gauche. J'ai été permissif jusqu'à présent, mais j'ai de la difficulté à entendre l'honorable député. Le député peut reprendre du début. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours une nouvelle triste lorsque une usine ferme ses portes, que ce soit sur l'île de Vancouver ou n'importe où au Canada. Nous avons fait plusieurs soutiens financiers. Nous travaillons avec les gouvernements provinciaux comme partenaires pour protéger ces emplois. Les conservateurs ont peut-être manqué l'annonce du groupe de travail sur la transformation du secteur forestier. Ce groupe s'est déjà réuni et a formulé des recommandations au gouvernement pour l'avenir. Nous allons continuer d'examiner toute option à notre disposition. J'encourage le député à travailler avec nous. L'honorable député de Saanich, Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la présidente du Conseil du Trésor. Avec les compressions dans le secteur public, comment le gouvernement peut-il justifier les menaces qui ont été décrites aujourd'hui par l'Alliance de la fonction publique du Canada? Dans plusieurs ministères, les travailleurs qui travaillent sur la réponse au déversement en cas de déversement de pétrole ont été licenciés. Comment le gouvernement peut-il justifier cette décision? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je remercie la députée pour sa question. Le gouvernement prend une approche responsable pour renouveler la fonction publique en se concentrant sur l'efficience et le respect pour ceux qui ont servi les Canadiens. De nouveaux incitatifs sont mis en place pour appuyer la main-d'œuvre. Les ajustements se feront surtout sur une base volontaire. Le budget 2025 propose également une réduction des effectifs jusqu'à 1000 postes au cours des prochaines années pour assurer une structure de leadership qui demeurera alignée avec nos objectifs. Merci, Monsieur le Président. Je désire attirer l'attention des députés sur la présence à la tribune de l'honorable Myles McDougall, ministre de l'Enseignement supérieur de l'Alberta.